Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter en fait mes travaux et puis beaucoup plus généralement la littérature récente sur la manière dont les mécanismes décisionnels peuvent contribuer à expliquer la divergence des trajectoires scolaires selon l'origine sociale. Alors, je définis l'origine sociale de façon très très générale, la position sociale des parents dans la position des parents dans l'espace social, et vous verrez que selon les études disponibles, selon les données, cette position dans l'espace social est mesurée soit par la profession des parents, soit par les revenus, soit par le niveau de diplôme des parents. Alors évidemment que ce n'est pas des indicateurs tout à fait équivalents, ça fait référence à des ressources, des types de ressources différents, et on pourra discuter de la manière dont chacun de ces indicateurs contribue aux inégalités scolaires de manière indépendante, mais ces différentes variables se recoupent quand même pas mal, et donc en tout cas dans la présentation, j'utiliserai l'un ou l'autre indifféremment. Et donc de manière très générale, les mécanismes décisionnels, c'est l'étude de toutes les actions par lesquelles soit les parents d'élèves, soit les élèves eux-mêmes font un choix, arbitrent entre plusieurs alternatives au cours de leur scolarité. Alors la question de la divergence des trajectoires selon l'origine sociale, je l'illustre ici avec des données sur les parcours des élèves dans le secondaire, dont on sait qu'il est un moment particulièrement important pour la divergence et l'amplification des inégalités liées à l'origine sociale. Si on regarde les parcours dans le secondaire des élèves ayant au moins un parent, un parent diplômé du supérieur, donc en rouge là vous avez ces élèves arrivent en troisième générale, premier grand palier d'orientation. Ils vont presque tous en seconde générale et technologique, 90% d'entre eux. Et à la fin de la seconde, la très grande majorité d'entre eux va vers le baccalauréat général. Donc c'est un parcours parmi cette population d'élèves favorisés, très monolithique. En fin de secondaire, ils sont donc près de 70% à avoir obtenu un baccalauréat général. Il y en a très très peu qui sortent sans aucun diplôme, moins de 5%. Et donc la très grande majorité d'entre eux, à plus de 80%, rentrent dans l'enseignement supérieur. Si on regarde à l'inverse les parcours des élèves dont les parents sont peu diplômés, on voit visuellement que les parcours sont il y a beaucoup plus de diversité en fait dans les parcours de ces élèves. C'est beaucoup moins monolithique. À la fin de la troisième, ils sont la moitié à partir vers le lycée professionnel, la moitié en seconde générale et technologique. À la fin de la seconde générale et technologique, il y en a encore une moitié qui part vers le baccalauréat technologique. Donc le niveau de diplôme atteint en fin de secondaire est très différent dans ces deux groupes, avec un élève sur 5 qui sort sans aucun diplôme. Alors cette proportion a beaucoup baissé au cours des dernières décennies, mais elle reste quand même loin d'être négligeable. Et ils sont 22% à être titulaires du baccalauréat général. Quand on regarde la transition vers l'enseignement supérieur, parmi ceux titulaires du baccalauréat général, il n'y a absolument pas de différence entre les taux de transition des élèves les plus favorisés et les plus défavorisés sur le fait d'accéder à l'enseignement supérieur. Mais comme ils sont beaucoup moins nombreux à atteindre le baccalauréat général, au final, ils sont un peu moins de 40% à rentrer dans l'enseignement supérieur. Alors pour expliquer ces inégalités dans le plus haut diplôme obtenu, classiquement, donc un modèle en sociologie de l'éducation, on a l'habitude de décomposer les inégalités en considérant que l'origine sociale influence d'abord les performances scolaires. C'est donc l'effet primaire de l'origine sociale. Si en moyenne les élèves défavorisés ont des résultats inférieurs aux élèves favorisés, ça influe évidemment sur les chances d'avoir des diplômes plus ou moins élevés. Et puis, deuxième composante de l'effet de l'origine sociale, c'est l'effet secondaire, qui est là un effet direct, qui est l'effet de l'origine sociale à performance égale.
et on considère que cet effet secondaire se rapporte en fait à des différences de choix d'orientation à performance équivalente. Alors, si on essaye de mesurer la contribution de chacun de ces mécanismes dans la constitution des inégalités en France, on peut, à partir de données de panel du ministère, alors là, les auteurs, Mathieu Ichou et Louis-André Vallet, ont fait cet exercice en comparant les parcours d'élèves dans les années 60 et dans les années 90, début des années 2000. Alors, dans les années 60, il y avait encore une transition en fin d'école primaire qui a disparu dans la période la plus récente. Et donc, si on regarde la transition de la troisième vers la seconde, l'avantage des classes supérieures pour la transition vers la seconde générale et technologique s'explique pour moitié par des différences de performance scolaire et pour l'autre moitié par des différences de décision d'orientation à performance égale. Mais, et ce ratio est le même si on regarde les classes moyennes par rapport aux classes populaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette proportion a beaucoup changé depuis les années 60. Dans les années 60, c'était presque uniquement des inégalités d'orientation à performance égale. Mais c'était déjà la deuxième grand palier de transition dans les carrières scolaires. Et donc les élèves qui étaient d'origine de milieu populaire, qui suivaient des études secondaires, étaient déjà très sélectionnés au niveau des performances scolaires. Si on regarde non plus la transition en seconde, mais la transition vers l'enseignement supérieur, pour la cohorte la plus récente, la transition vers l'université, on ne voit plus d'inégalités liées à l'origine sociale dans la transition vers l'université. Par contre, il y a toujours des inégalités marquées pour l'accès aux filières les plus prestigieuses et les plus sélectives que sont les classes préparatoires. Et si on essaye d'expliquer ces inégalités d'accès aux classes préparatoires, encore une fois, donc début des années 2000, on a 50% qui s'expliquent par des différences de performance scolaire et l'autre moitié qui s'explique par des différences de choix d'orientation à performance équivalente. Alors c'est ce ratio de moitié d'inégalités liées aux performances scolaires et moitié au choix d'orientation concerne la mesure qui est faite sur tous les élèves. Alors, une autre façon de regarder cette question, c'est aussi de voir qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à augmenter les niveaux de performance des élèves défavorisés pour qu'ils aient les mêmes niveaux, par exemple en fin de troisième, que les élèves de classe supérieure. Donc là, en termes d'inégalité observée, donc il y a un peu moins de 50% des élèves de milieu populaire qui accèdent à la seconde générale et technologique, alors que c'est plus de 85% parmi les milieux favorisés. Et donc dans ce scénario contrefactuel où il n'y aurait plus de différence de performance scolaire, donc les inégalités seraient significativement réduites, mais malgré tout, il resterait une différence d'à peu près 15 points de pourcentage entre l'accès à la seconde générale et technologique. Et si on regarde non plus sur l'ensemble de la distribution, mais sur la contribution des mécanismes décisionnels, donc des choix d'orientation selon le niveau de performance des élèves, on peut aussi faire l'hypothèse que les choix d'orientation sont beaucoup plus importants pour des élèves notamment plus fragiles au niveau des performances scolaires. Et donc là, en regardant le lien entre la performance, donc le niveau scolaire à l'entrée en sixième, et le fait d'obtenir ou non un baccalauréat en fin de secondaire, on voit que les différences liées au niveau diplôme des parents sont très limitées pour les élèves qui étaient les plus performants à l'entrée en sixième, alors qu'au contraire, parmi les élèves les plus faibles à l'entrée en sixième, il y a de grandes différences selon l'origine sociale. Alors il y a deux mécanismes qui pourraient expliquer cette divergence en fait, de trajectoire parmi les élèves les plus faibles. Soit les familles favorisées
arrive à compenser, rattraper, à améliorer le niveau scolaire de leur enfant au cours du collège et du lycée. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est que même à niveau équivalent, les choix d'orientation permettent, en fait, de faire des choix d'orientation plus ambitieux qui permettent d'atteindre le baccalauréat. Et donc, en regardant cette fois la performance au brevet, donc juste avant la transition vers le lycée, on retrouve complètement ce même pattern d'inégalité sociale beaucoup plus importante parmi les élèves les plus faibles. Typiquement, c'est jusqu'au 6e décile de performance que les différences de transition vers la seconde générale et technologique sont les plus marquées. Sachant qu'ici, la performance au brevet, il s'agit des performances aux examens donc nationaux standardisés et non pas des notes que les élèves reçoivent qui peuvent être différentes selon le type d'établissement. À l'inverse, quand on regarde la transition vers l'enseignement supérieur, et notamment l'accès aux filières les plus prestigieuses, alors on ne retrouve pas un effet compensatoire de l'origine sociale où les parents les plus favorisés réussiraient à ce que leurs enfants rentrent dans des classes préparatoires prestigieuses malgré une faible performance scolaire. Par contre, les inégalités sociales sont particulièrement visibles pour les élèves qui ont les meilleures performances, avec des écarts très marqués dans l'accès au CEPA-GE. Donc, pour certains types d'élèves, voilà, les mécanismes décisionnels ou certains paliers d'orientation, les choix d'orientation contribuent significativement à la divergence des trajectoires. Alors, comment peut-on expliquer ces différents choix d'orientation à performance égale? Alors, un premier modèle théorique qui a été proposé par la littérature sociologique concerne le modèle du choix rationnel. Donc, c'est un modèle qui s'appuie beaucoup sur des facteurs identifiés par les travaux de Raymond Boudon, par exemple, mais qui a été formalisé par des chercheurs anglais et qui considère que la décision d'orientation d'un individu va dépendre des coûts d'études, du risque d'échec dans telle filière et des bénéfices attendus à l'obtention du diplôme. Et donc, par choix d'orientation, ça peut être le choix de continuer dans sa scolarité ou non, par exemple de s'inscrire dans l'enseignement supérieur ou non, ou le fait pour décider entre différentes filières. Si on considère les coûts des études, donc les auteurs considèrent que les individus vont prendre en compte à la fois les coûts directs des études. Alors ça peut être les frais d'inscription. Dans les pays industrialisés, ça ne concernera pas l'enseignement secondaire, mais uniquement l'enseignement supérieur. Mais ça peut être aussi des frais de logement ou les frais de transport qui sont induits par le fait de suivre des études loin du domicile familial. Il faut aussi prendre en compte le coût indirect des études, c'est-à-dire le manque à gagner en décidant de continuer ses études, par exemple dans l'enseignement supérieur. On renonce à s'insérer directement sur le marché du travail et donc à un niveau de salaire potentiel. Alors, la littérature qui a testé, on va dire, cette hypothèse de l'influence des coûts sur les décisions d'orientation, vous ne serez pas surpris, je pense, de voir qu'en effet, le coût des études a une influence sur les choix d'orientation, mais une influence uniquement pour les élèves défavorisés, ou les élèves qui sont le plus contraints financièrement. Donc évidemment, aucune surprise. Ça a été montré aussi sur les questions de choix de filière en fonction de la distance aux établissements qui proposent différentes filières. Et ça, c'est vrai qu'on y pense peut-être moins quand on pense au coût des études, mais même pour des filières du secondaire, dans certaines régions, suivre une filière professionnelle spécifique implique en fait de se déplacer parce que ce n'est pas des filières qui sont proposées partout. Et il a été montré que les temps de transport, par exemple, influençaient, expliquaient une partie des différences de choix d'orientation selon l'origine sociale.
Alors, le deuxième facteur qui est identifié par ce modèle, c'est le fait d'avoir un risque d'échec ou des chances de réussite différentes selon l'origine sociale. Alors, pour les auteurs, il s'agit uniquement, les notes obtenues vont informer l'élève de ses chances de réussite, de son niveau de performance scolaire. Et donc, ça rejoint en fait l'effet primaire de l'origine sociale, l'idée que puisqu'en moyenne les élèves défavorisés réussissent moins bien que les élèves favorisés, on peut expliquer une partie des différences de choix d'orientation. Troisième facteur, la question des bénéfices attendus. Et là, Brennan et Goldthorpe font comme hypothèse que les individus et les familles ont comme objectif principal d'éviter une mobilité sociale descendante, c'est-à-dire de garantir à leur enfant un type d'emploi au moins aussi élevé que celui qu'ils ont eux-mêmes. Donc pour cela, ils vont faire des choix d'orientation pour aller vers le niveau de diplôme qui garantit le mieux l'accès à un type d'emploi. Et donc évidemment, puisque les familles occupent des emplois différents, chaque élève aura un point de référence différent et cela peut contribuer aux différences de choix d'orientation, même à performance équivalente. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de tester la pertinence de ce modèle en fait, pour expliquer les choix d'orientation socialement différenciés. Alors globalement, les élèves, en effet, il y a des différences selon l'origine sociale entre l'anticipation des coûts ou des bénéfices, et ça a l'air d'être des critères de choix pour de nombreux élèves. Malgré tout, deux limites principales sur ce modèle. Il est vrai que les familles et les élèves ont l'air plus sensibles au fait d'éviter une mobilité sociale descendante, donc c'est un peu le mécanisme d'aversion à la perte. Malgré tout, il y a aussi des aspirations à la mobilité ascendante, donc ça ne permet pas d'expliquer pourquoi du coup les élèves de milieux populaires ne font pas plus souvent des choix d'orientation similaires à ceux des élèves de familles favorisées. Et deuxième grande limite de qui peut être fait à tous les modèles en fait, de choix rationnels, c'est-à-dire ces modèles partent du principe que les familles ou les individus disposent du même type d'informations pour prendre leurs décisions. Et évidemment que ça paraît tout à fait illusoire. Donc ça pose la question des asymétries informationnelles, le fait qu'en fonction de sa position dans l'espace social, on n'a pas accès à la même information ou la même qualité d'information. Et donc, on peut mobiliser les modèles de la rationalité limitée qui ont été développés initialement pas du tout pour les questions scolaires, mais qui précisent que lors des prises de décision, on doit se prononcer en ayant une information qui est souvent incomplète, avec des contraintes de temps qui ne permettent pas de comparer toutes les options de façon purement rationnelle ou délibérée, et on a une vision limitée des conséquences de nos actions. Si on adapte, enfin en tout cas les études qui s'appuient sur ce courant théorique pour étudier les choix d'orientation, vont donc mettre l'accent sur les mêmes facteurs identifiés par le modèle des choix rationnels, mais en considérant que ce n'est pas le coût des études en soi ou les bénéfices en soi. Ce qui va faire la différence, c'est la perception qu'en ont les gens. Donc le coût perçu, le risque d'échec perçu, les bénéfices perçus, et on peut rajouter la question de la connaissance du système éducatif lui-même. Quand on doit décider entre plusieurs alternatives, entre plusieurs choix, plusieurs filières, il faut déjà connaître les différentes filières. Donc ça peut être un facteur additionnel qui contribue aux inégalités de choix d'orientation. Alors et donc comme je le disais, le présupposé étant que les perceptions de ces différents facteurs vont être systématiquement différentes selon la position des individus dans l'espace social.
Alors la littérature sur les perceptions des coûts de l'enseignement supérieur montre que, en effet, il n'y a pas une information parfaitement transparente sur les coûts de l'enseignement supérieur. La plupart des études concluent qu'il y a que tous les élèves surestiment les coûts de l'enseignement supérieur. Alors il faut quand même dire que c'est beaucoup d'études qui ont été conduites dans le contexte nord-américain, où les études sont en effet très chères, mais il y a encore une surestimation de ces coûts. Et concernant l'effet d'un biais d'asymétrie informationnelle selon l'origine sociale, là les résultats sont plutôt mitigés. Certaines études, vous voyez, donc en Italie, ne trouvent pas d'effet selon l'origine sociale. En Amérique du Nord, certaines études ont trouvé que à la fois les élèves défavorisés ou leurs parents pouvaient surestimer encore plus les coûts du supérieur ou avoir plus de difficultés à estimer le coût d'une étude. Alors, est-ce que ces résultats sont pertinents pour la France? Donc, il y a une étude qui a été menée auprès de collégiens en début de troisième en Île-de-France sur un échantillon assez important de collégiens. Et en effet, donc quand on demande aux collégiens d'estimer le coût d'une étude supérieure, ceux d'origine sociale défavorisée sont plus nombreux à dire qu'ils ne peuvent pas le faire, enfin qu'ils ne savent pas. Et donc ça, c'est un résultat qui est différent de ce qu'on trouve dans le contexte nord-américain. Les élèves défavorisés qui estiment le coût d'une étude supérieure donnent un montant qui est inférieur aux élèves favorisés. Et une des raisons, c'est que la question donc, concernait le coût d'études en incluant les frais de logement ou de transport pour une année d'études sans spécifier quel type d'année d'études dans le supérieur. Et on va le voir après, vu les types de filières que connaissent les étudiants, les élèves défavorisés pour le supérieur, probablement que les élèves défavorisés donnent des estimations de coûts d'études pour des filières qui sont plus près de chez eux, qui ne nécessitent pas donc, de déménager, qui ne sont pas payantes, donc plutôt des formations publiques. Et en tout cas, les auteurs n'ont pas trouvé de différence dans l'anticipation d'un besoin d'emprunter. Sur la question de la perception des bénéfices des études supérieures, donc est-ce que cette perception des bénéfices est systématiquement biaisée selon l'origine sociale et que ça pourrait expliquer des choix d'orientation différents? Là, les résultats ne montrent pas globalement d'asymétrie informationnelle, c'est-à-dire qu'il y a tout un nombre d'études qui concluent que les estimations sont relativement proches de la réalité, mais c'est des études qui ont été faites sur des étudiants, et souvent, parce que c'est des études menées en économie, donc souvent sur des étudiants en économie. Donc évidemment que la généralité de cette conclusion peut être interrogée. Et voilà, il y a une étude qui a testé sur la question des lycéens donc, en Italie. Donc là, il y a une surestimation des bénéfices de l'enseignement supérieur. Et en fait, tous les lycéens, indistinctement de l'origine sociale, reconnaissent la difficulté à estimer les salaires attendus à tel et tel niveau de diplôme. Donc, a priori, pas beaucoup de support empirique pour l'hypothèse concernant des différences de perception des bénéfices. Et cette conclusion est confortée par le fait que quand on regarde des études qui ont testé des interventions qui visaient à fournir de l'information, typiquement aux lycéens, sur l'enseignement supérieur, sur les coûts et les bénéfices de l'enseignement supérieur, donc des interventions en général assez courtes, de quelques heures, assez générales, qui ne sont pas personnalisées pour les élèves. Donc on avait vu que ces interventions-là, de façon, donc à une seule exception, c'est une étude qui se fait dans un contexte assez spécifique, qui est dans une région rurale de la Chine. Pour les autres, il n'y a aucun effet sur l'inscription, les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur des élèves défavorisés. Alors la question de la connaissance du système scolaire, donc le fait de connaître plus ou moins les alternatives d'orientation,
il y a une étude d'abord qui a testé l'hypothèse que les asymétries informationnelles sur le système scolaire pouvaient contribuer à expliquer les différences de trajectoire dans le secondaire. Donc c'est aux Pays-Bas où l'orientation dans le secondaire est très précoce, au début du secondaire, à 12 ans, et assez complexe parce qu'il y a 4 voies différentes et que les passages d'une voie d'étude à l'autre, ou ce que permettent chaque voie d'étude, c'est assez diversifié. Donc là, les auteurs ont interrogé les parents. Il y a eu 24 questions sur vraiment que permet telle filière d'études. Est-ce que ça permet de rentrer à l'université ou pas? Est-ce que ça permet de rejoindre la voie générale ou pas? Voilà. Et il conclut que, indépendamment du niveau de diplôme, de la profession, du nombre de livres à la maison, et d'autres facteurs, il y a un effet de la connaissance du système scolaire secondaire qui contribue à expliquer un petit peu une partie des inégalités observées, notamment les inégalités quand on compare les élèves qui ont des parents diplômés du secondaire et ceux qui ont des parents sans diplôme du secondaire. Alors en France, on a pu interroger des élèves de 3e sur les orientations qu'ils connaissaient. Donc l'interrogation s'est faite en début de 3e. Et globalement, on voit assez peu de différences sur les types d'orientation connus. La seconde générale et technologique est un petit peu moins citée quand même par les élèves d'origine sociale défavorisée ou intermédiaire. Et une différence un peu plus marquée pour le CAP. Mais ça, c'est quand on observe juste les listes d'orientation de filières nommées spontanément par les élèves. Si on regarde à performance égale, il n'y a en fait pas de différence, par exemple, sur le fait de connaître la seconde générale et technologique. Les bons élèves de milieux sociaux défavorisés connaissent la seconde générale et technologique. Par contre, il y a bien une différence, ça se maintient pour le CAP. C'est une filière qui est beaucoup moins nommée spontanément par les élèves favorisés, même à performance équivalente. Par contre, voilà, quand les autrices ont regardé si ça contribue à expliquer les différences d'orientation et de préférence d'orientation, a priori, c'est pas cette connaissance des filières qui est impactante. Si en demandant aux mêmes élèves les orientations qu'ils connaissaient, les filières qu'ils connaissaient après le lycée, là, c'est assez différent. Les différences sont beaucoup plus marquées selon l'origine sociale. Donc, les élèves défavorisés sont beaucoup plus nombreux à dire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas citer de filière d'études du supérieur. Et puis, vous voyez des différences importantes, notamment pour les niveaux d'études Bac plus 3, Bac plus 4 et de niveau master. Et cette fois, ces différences se maintiennent même quand on raisonne à performance égale. Donc il y a des vraies différences sur, en tout cas, de connaissances en amont du palier d'orientation. Voilà. On peut imaginer que ces mêmes élèves, au fur et à mesure de leur parcours au lycée, découvriront petit à petit les différentes options du supérieur, mais en tout cas, quelques années avant ce palier d'orientation, il y a des vraies différences. Et elles expliquent une partie, ces différences de connaissances du système éducatif contribuent à expliquer les différences dans les préférences d'orientation selon l'origine sociale. Troisième facteur, donc la question du risque d'échec perçu qui est lié donc à comment les élèves perçoivent leur propre performance scolaire. Alors là, les recherches montrent qu'il y a a priori un biais assez systématique selon l'origine sociale dans la performance ou dans l'estime de soi scolaire. Donc dans différents pays, que ce soit pour estimer sa propre réussite scolaire ou estimer ses chances de réussite à l'université ou dans la voie générale, les élèves défavorisés sous-estiment par rapport aux élèves favorisés leurs chances de réussite. Et là, la même étude sur les élèves de 3e en Île-de-France montre qu'à performance égale, les élèves défavorisés estiment qu'il y a un écart de 15% d'un écart type, même à performance équivalente.
une autre étude a interrogé des lycéens quelques semaines avant les choix de filières sur Parcoursup. Donc vraiment des élèves de terminale en mars, en février-mars, au moment où ils doivent faire leur choix, leur demande d'orientation. Et les auteurs ont demandé en fait un échantillon de plus de 2000 lycéens d'évaluer, de se positionner sur leur moyenne générale. À quel niveau se situe leur moyenne générale par rapport à la distribution en France. Donc par exemple, quel est le pourcentage d'élèves qui ont une moyenne inférieure à la vôtre, à votre avis. Et donc là, vous voyez qu'il y a un écart entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés, et particulièrement pour, donc ça c'est selon le résultat après au baccalauréat, particulièrement pour les très bons élèves, avec les élèves défavorisés qui sous-estiment leur bon niveau de performance. Et donc, il y a des informations qui essayent de réduire ces écarts de perception de la réussite scolaire pour voir si cela peut permettre de réduire les inégalités d'orientation. Donc là, je me concentre sur une première étude en Italie sur des collégiens défavorisés, donc qui ont de bonnes performances. Ce que les auteurs ont fait, c'était d'informer les parents, enfin les mères, que leur enfant avait des performances suffisantes pour accéder à la voie générale au lycée. Parmi donc cet échantillon, donc, où le taux de transition vers la voie générale était quand même assez faible, à 32%, cette intervention a eu un effet pas négligeable, puisqu'il y a eu une augmentation de 10 points, suivant la modélisation, entre 6 et 10 points de pourcentage d'accès à la voie générale. Il y a un étonnement dans le chat sur les mères. Est-ce qu'ils expliquent pourquoi les mères et pas le choix qu'ils ont fait, ou c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait. Je pense que c'est basé sur c'est vrai que les études montrent quand même que pour les inégalités scolaires dans les premiers primaires, secondaires, c'est plutôt les mères qui sont le niveau d'éducation des mères, la classe sociale de la mère qui est la plus déterminante. Alors c'est vrai que quand on regarde ensuite les inégalités pour le supérieur, voilà, là la question de la position sociale du père redevient assez important. Mais donc comme il s'intéresse, je pense, à la transition dans le secondaire. Et l'autre intervention dans ce sens, c'est donc l'étude juste avant les choix sur Parcoursup, qui a montré donc, une sous-estimation de la performance parmi les élèves défavorisés, les lycéens défavorisés. Il y avait donc la moitié de l'échantillon acquis une intervention très très simple, c'est-à-dire juste basée sur l'estimation que les lycéens avaient fait de leur performance scolaire, où ils se situaient, une phrase en disant en fait non, vous n'êtes pas il n'y a pas 55% des étudiants qui ont une moyenne inférieure à la vôtre, c'est en fait, par exemple l'exemple ici donné, 83% qui ont une moyenne inférieure à la vôtre. Et rien que donc cette intervention très très simple d'informer les élèves sur leur position dans la distribution des notes à l'échelle nationale a eu pour conséquence de réduire très significativement, je vais y arriver, l'accès aux filières prestigieuses dans le supérieur. Donc non seulement ça a augmenté les demandes faites sur Parcoursup, mais ça a aussi augmenté les taux d'acceptation. Donc quand les auteurs estiment que l'écart d'accès au CPGE a été réduit de 71% parmi le groupe test. Alors, ces résultats sont globalement assez encourageants pour certains des facteurs identifiés par ce modèle de la rationalité illimitée, même s'il ne permet pas, a priori, d'expliquer complètement toutes les
toutes les différences de choix d'orientation selon l'origine sociale. Donc comme je l'ai dit, pour le coup, on n'a pas de support empirique qui permet d'affirmer que la perception des coûts et des bénéfices de l'enseignement sont biaisés systématiquement et qu'il faudrait corriger par des séances d'information. En tout cas, cela semble dépendre du contexte institutionnel. Et puis, voilà, fournir de l'information ne suffit pas toujours à modifier les comportements. Et donc, plus récemment, on voit apparaître des études qui interrogent en fait le rôle des biais cognitifs dans les prises de décision scolaires, et notamment pour les choix d'orientation. Et donc, l'idée étant que les décisions scolaires peuvent être susceptibles de mobiliser des biais cognitifs, notamment parce que faire le choix de continuer dans le système scolaire ou de faire une filière longue, ça implique des coûts immédiats en termes d'efforts, d'efforts d'études, en termes de temps, en termes d'argent, pour des bénéfices qui sont dans le futur et qui sont en plus incertains. Et il y a deux biais cognitifs assez bien documentés qui semblent pertinents pour ce genre de décision. C'est le fait d'être plus ou moins, d'avoir une préférence pour le présent, donc la capacité ou non à donner la priorité à des bénéfices futurs par rapport à des bénéfices actuels. Et deuxième biais cognitif, le fait d'être averse aux situations risquées. Et donc les études qui mesurent en fait les préférences des individus en termes d'aversion au risque ou en termes de préférence pour le présent suggèrent que ça peut en effet être pertinent pour expliquer une partie des choix d'orientation, puisque les élèves, où ça a été aussi testé sur les parents des élèves qui sont le plus orientés vers le présent ou qui sont le plus averses au risque, ont tendance à choisir un peu plus la voie professionnelle ou de ne pas s'inscrire dans les études supérieures. Et donc cette littérature donne lieu à des interventions qui sont pensées pour réduire en fait l'importance des biais cognitifs dans les prises de décisions scolaires. Alors un exemple, c'est le fait de réduire l'incertitude liée à la scolarité et notamment l'incertitude concernant les coûts des études supérieures. Parce que si les frais d'inscription peuvent être à peu près connus à l'avance, souvent ce que les élèves ne savent pas de façon certaine, c'est s'ils seront éligibles ou non à une bourse pour les aider à payer ces frais d'études. Et donc, là, il y a une étude au Canada qui a montré, par exemple, que faire un engagement précoce, donc 3 ans avant les études supérieures, sur le fait de toucher une bourse pour payer les études supérieures, augmente significativement à la fois la performance au lycée et le fait de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Et deuxième piste pour faciliter ces décisions scolaires, c'est des interventions qui visent à alléger, on va dire, faciliter les prises de décision en réduisant le temps nécessaire ou l'argent nécessaire pour faire des candidatures. Alors ça a été beaucoup fait dans le contexte anglo-saxon où il y a par exemple, les bourses fédérales aux États-Unis sont très complexes. Le formulaire est extrêmement complexe pour obtenir une bourse sur critères sociaux, en fait. Et donc, juste avoir un formulaire pré-rempli, à partir des données fiscales de la famille, augmentait significativement l'accès à l'enseignement supérieur. D'autres études ont testé le fait parce que les candidatures pour des établissements les plus prestigieux, les plus sélectifs sont payantes, c'est quelques dollars, c'est pas beaucoup, mais en fait rien qu'à recevoir un coupon pour pouvoir candidater gratuitement, ça a augmenté la probabilité que les élèves défavorisés candidatent et soient acceptés en fait. Donc ça facilitait le fait de faire un choix, une demande d'orientation ambitieuse qui en fait amenait des trajectoires dans ces filières.
Alors, donc jusqu'à maintenant, j'ai discuté de la question des mécanismes décisionnels sur les choix d'orientation, qui sont évidemment, on va dire, le gros de la littérature sur ces questions, parce que ces modèles ont été développés pour expliquer ces différences de choix d'orientation à performance égale. Mais on peut aussi se demander si les mécanismes décisionnels peuvent être pertinents pour expliquer des différences de performance scolaire. Donc on sait que les écarts de performance scolaire apparaissent très tôt dans le développement des enfants, qu'ils sont assez stables entre le début de la scolarité. Dès le CP, il y a des différences très visibles selon le milieu social de la famille. Et donc la socialisation familiale joue un rôle évidemment clé pour l'émergence de ces inégalités de réussite scolaire. Et pendant longtemps, donc, on a considéré que ces inégalités de développement de l'enfant ou de performance à l'entrée du primaire, par exemple, était le résultat, en fait, à la suite des travaux de Bourdieu et Passeron, le résultat d'une transmission un peu naturelle des compétences des parents favorisés à leurs enfants, aussi à cause d'une connivence, d'une proximité culturelle entre le système éducatif et les parents favorisés. Plus récemment, on a tout un ensemble de travaux qui ont détaillé en fait la manière dont les parents favorisés participaient en fait au développement de leur enfant et qui mettent l'accent au contraire sur un travail éducatif parental beaucoup plus proactif, beaucoup plus volontaire. Il ne s'agit plus de transmission automatique, mais bien de stratégie parentale pensée. Et donc aux États-Unis, c'est les travaux, par exemple, d'Annette Larreau sur ce qui est la mise en culture concertée de l'enfant. Penser de nombreuses activités en pensant au développement et aux compétences de l'enfant. Et puis, autre constat, outre les grands paliers d'orientation, en fait, les parents sont confrontés à des multiples choix tout au long de la vie de l'enfant. Ça peut commencer très tôt et ça peut être à la fois sur la question de comment allouer le temps auprès de son enfant, pour quelles activités, quel mode de garde choisir, puis ensuite quel établissement scolaire choisir, quelle option prendre au collège, et que tous ces petits choix tout au long de la scolarité, petit à petit, pouvaient contribuer aussi à la divergence des trajectoires et de la réussite scolaire selon l'origine sociale. Alors, je vais me concentrer sur la question de la parentalité, en fait, et de qu'est-ce que la question des mécanismes décisionnels peut apporter à l'étude des différences de parentalité selon l'origine sociale. On sait que le temps passé à s'occuper de son enfant dans de nombreux pays industrialisés dépend. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas, dans de nombreux pays, on a un écart selon le niveau de diplôme des parents. C'est les parents les plus diplômés qui passent le plus de temps, en fait, à s'occuper de leurs enfants. Et ça se retrouve quand on regarde les mères, par exemple, qui ne travaillent pas ou les mères qui travaillent. Ce résultat est maintenu. Alors, si on regarde au cours du temps, dans de très nombreux pays, on a une augmentation pour tous les milieux sociaux du temps passé à s'occuper de son enfant, donc cette norme de parentalité intensive. Alors la France que vous allez là est vraiment une exception à cet égard, une anomalie qui est retrouvée dans plusieurs études. C'est-à-dire qu'en termes d'évolution, on n'a pas cette augmentation par rapport aux années 60 en tout cas. Alors là, voilà, c'est les dernières données emploi du temps, enquête emploi du temps en France, ça date de 2010. La prochaine enquête va être faite en 2025, donc on pourra voir si en fait cette vague d'intensivité de la parentalité est arrivée en France un peu plus tardivement. Pardon ? La mesure, l'échelle sur le côté, c'est quoi alors ça, c'est les minutes. C'est le temps parental en minutes. Et donc, il y a par exemple des pays où ça s'est fortement intensifié, comme
mais avec un gradient social très net, comme on le voit aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Mais en France, on a quand même un gradient social fort, même si on n'a pas cette augmentation au cours du temps. Et donc, il y a à la fois le temps passé à s'occuper de l'enfant, mais aussi ce qui est fait avec l'enfant, évidemment. Ça, c'est... donc là, en Angleterre, selon le niveau d'études des mères, quelle est la proportion de parents qui déclarent faire des activités culturelles en dehors de la maison. Évidemment, ça augmente avec le niveau d'études de la mère. Les activités à la maison qui sont considérées comme culturelles, donc autour de la lecture, des livres, tout ça, augmente aussi avec le niveau d'éducation, tandis que le temps passé à regarder la télévision avec l'enfant décroît parmi les mères les plus éduquées. Et en France, on retrouve à peu près ces mêmes écarts. Il y a vraiment des différences sur la lecture, le fait de lire à son enfant selon le niveau de diplôme. Et ça ça contribue, en fait, c'est un médiateur des différences de vocabulaire à 4 ans. Donc c'est des pratiques parentales dont on sait qu'elles sont favorables au développement de l'enfant. Pareil pour le temps passé devant les écrans, vous voyez, là l'enquête ELF mesurait que les enfants de milieux sociaux défavorisés passaient à 2 ans 45 minutes de plus par jour devant les écrans, donc c'est une très très grande différence. Alors sur ces différences de pratiques éducatives, il y a des résultats que je trouve assez intéressants sur la question en fait, de l'information, des biais informationnels. Donc, par exemple, une différence entre les mères, alors c'est ici testé sur les mères selon le niveau de diplôme, c'est dans quelle mesure le temps parental est ajusté en fonction de l'âge de l'enfant. Et en fait, l'écart entre les mères les plus diplômées et les moins diplômées, il est assez peu visible. Alors donc là, c'est le temps total passé le week-end en minutes à s'occuper de son enfant ou le temps passé à jouer avec son enfant. Parmi les enfants les plus âgés, enfin de plus de 6 ans, il y a assez peu de différence selon l'origine sociale. Par contre, la différence est beaucoup plus marquée. C'est là, on est à plus du double parmi les tout petits enfants. Donc l'importance donnée aux activités des enfants très jeunes. Et une autre étude a mesuré les croyances et des parents concernant les bénéfices des activités avec les enfants selon l'âge de l'enfant. Et il montre que les parents défavorisés sous-estiment en fait les bénéfices des activités dans la toute petite enfance. Et donc, ça peut être une indication que c'est vrai que sur certaines pratiques parentales, les parents favorisés sont beaucoup mieux informés, pourraient être mieux informés sur à la fois quelles sont les activités les plus bénéfiques en termes de développement des enfants et et à quel moment il faut mieux passer le plus de temps avec l'enfant. Et donc, il y a des interventions qui essayent de réduire ces écarts de pratiques parentales. Donc là, je donne un exemple dans le contexte français pour réduire les écarts de fréquence de lecture partagée. Donc le fait de lire un livre à son enfant, donc là c'est des enfants de 4 ans. Donc l'intervention a consisté à donner aux familles de prêter 2 livres par semaine pendant quelques mois. Donc ce prêt-là se faisait par l'école, par l'intermédiaire de la classe de moyenne section de maternelle, avec en plus des brochures d'information sur les intérêts de la lecture partagée, les conséquences sur le développement de l'enfant, et aussi des indications sur comment faire pour lire à son enfant, pour que ce soit le plus intéressant pour lui, avec le plus d'interaction possible, ou comment faire pour lire quand on n'est soi-même pas francophone, enfin voilà. Il y avait aussi des messages de rappel sur les derniers mois de l'intervention pour rappeler par texto les intérêts de la lecture partagée. Et donc cette étude a conclu que ça augmentait de manière assez importante la fréquence de lecture partagée
pour les parents défavorisés, mais que ça n'avait pas d'impact parmi les parents favorisés qui, en effet, lisaient déjà, ou en tout cas disaient lire à leur enfant à un niveau assez élevé. Donc ça a contribué en fait à réduire les inégalités de pratique parentale. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi testé du coup quel était l'effet sur le vocabulaire des enfants, et la conclusion est assez optimiste. Alors voilà, faudrait répliquer ce genre d'études, mais il y a eu un effet positif. Alors ils ont mesuré directement après l'intervention, mais aussi 6 mois après, et l'effet se maintient sur les enfants de familles défavorisées. Donc là encore, une réduction des écarts liés à l'origine sociale. Donc ce genre d'intervention se développe aussi beaucoup. Il y en a pas mal aux États-Unis, à la fois pour la lecture partagée ou sur des activités de jeux mathématiques. Et à chaque fois, les résultats sont assez positifs sur la réduction des inégalités. Donc pour conclure, en fait, sur cette littérature sur les mécanismes décisionnels et la divergence des trajectoires scolaires selon l'origine sociale, donc rappeler, même si c'est assez évident, mais sur la question des coûts, ce n'est pas la perception des coûts qui est le plus centrale pour expliquer les inégalités, c'est bien les coûts eux-mêmes. Donc c'est plutôt les politiques de réduction de frais d'inscription ou d'aide financière qui sont plus efficaces pour réduire les inégalités d'orientation. Au contraire, comme je disais, il y a peu d'asymétrie informationnelle sur la question coûts et bénéfices, probablement parce que voilà, en tout cas dans des contextes des pays industrialisés où il y a un accès à l'enseignement supérieur qui est assez généralisé, avec au sein même du système scolaire plusieurs modalités pour informer les élèves en fait. Donc il n'y a pas forcément de déficit d'information très important sur cette question, en tout cas sur les coûts et les bénéfices. Par contre, l'estime de soi scolaire, la perception de la difficulté des différentes filières d'orientation, des chances de réussir dans telle et telle filière, là, la littérature suggère que les biais d'information sont présents et que les interventions qui essayent de les réduire donnent des résultats plutôt intéressants pour réduire les inégalités d'orientation. Comme je viens de le dire, la question des écarts de pratique parentale, il semble que des interventions qui s'appuient sur la littérature, sur les mécanismes décisionnels, peuvent être assez prometteuses pour réduire ces écarts de pratique parentale. On peut se dire aussi que c'est vrai que probablement on a beaucoup moins l'information sur la parentalité, sur les pratiques parentales les plus pertinentes pour les enfants sont peut-être beaucoup moins diffusées institutionnellement que ne le sont des informations sur la scolarité, en tout cas les informations générales sur la scolarité. Donc c'est quelque chose assez intéressant. Et puis les interventions apparaissent plus efficaces pour réduire les inégalités dans les mécanismes décisionnels quand elles combinent à la fois l'information avec des systèmes pour faciliter ou simplifier la prise de décision, donc notamment en s'appuyant sur la littérature, sur les biais cognitifs. Quelques pistes de questions plus ouvertes pour conclure. Je pense qu'il est intéressant, à mon avis, d'essayer de relier cette question de mauvaise estime de soi scolaire parmi les élèves défavorisés à la question des effets d'établissement ou en tout cas des effets de pair, et puis particulièrement sur la question des effets des enseignants. Donc cette littérature s'intéresse finalement assez peu à en fait, comment les élèves construisent leur perception de leur propre réussite scolaire, enfin, à part recevoir des notes. Et donc je pense que c'est intéressant de voir comment le contexte en fait, de l'établissement et de ce que vit l'élève contribue à ça. Une autre question, encore une fois, sur l'influence du contexte, c'est que ces mécanismes décisionnels, donc, ils sont pertinents dans à peu près tous les systèmes éducatifs, mais à des ampleurs différentes. Et en fait, c'est probablement les caractéristiques de l'organisation du système scolaire
qui peuvent amplifier ou diminuer l'importance que prend les décisions des parents ou des élèves. Et par exemple, pensez aux interventions pour faciliter une demande de bourse sur critères sociaux du supérieur. Évidemment que ce qu'on peut changer aussi, c'est à quel point cette demande est complexe, ou est-ce que c'est fait automatiquement ou pas. Donc l'influence du contexte au niveau général. Et puis, dernière question, comme on l'a vu dans ces résultats, juste avant un palier d'orientation, il n'y a pas forcément, en tout cas en France, de grandes différences sur la connaissance des différentes filières, mais il y a des différences quand on interroge les élèves quelques années avant le palier d'orientation, par exemple, vers le supérieur. Et on peut faire l'hypothèse que les familles, les élèves peuvent anticiper en fait des décisions d'orientation dans le futur et que cela va influencer aussi leur performance scolaire. Et donc cette décomposition, on va dire théorique qu'on fait entre d'un côté l'influence de l'origine sociale sur les performances scolaires et de l'autre des choix d'orientation à performance égale, elle est en fait probablement insuffisante puisque des orientations anticipées peuvent influencer la manière dont les élèves s'investissent dans leur travail scolaire et donc va moduler aussi leur réussite scolaire. Et là, notamment l'étude qui a testé le fait d'un engagement précoce sur une aide financière pour le supérieur auprès d'élèves défavorisés, trouvait que cela augmentait le taux d'obtention du diplôme du secondaire parmi ces élèves, alors qu'il n'y avait aucun tutorat, aucune aide de contenu scolaire. Mais ça a augmenté la réussite scolaire, juste d'aider en fait les élèves à se projeter dans des études plus longues. Et donc ça, je pense que c'est une piste intéressante à creuser pour d'autres recherches. Je vous remercie.